Dumont ferma les yeux, son front se plissa, et tous attendirent dans un silence respectueux qu'il accouche, comme disait Raymond Fernandez. Il rouvrit les yeux et fixa Sabine Armand avec une intensité extraordinaire, en prononçant lentement : « Le théâtre, ça se consomme à mesure que ça se consume. » Sabine sourit et lui répondit d'une voix moqueuse : « Tiens, on dirait une maxime de La Rochefoucauld. Elle peut se lire dans tous les sens. On pourrait aussi bien dire : ça se consume à mesure que ça se consomme. » Dumont serra la mâchoire et se recula un peu et clama : « Non, je sais bien ce que je dis. Ça se consomme à mesure que ça se consume, mais pas autrement. Quand on a compris ça, on a tout compris. » Sabine, toujours souriante, s'avança et lui fit une bise sonore sur la joue. Il reçut ce don merveilleux comme un moujik des trois visages de la peur, le regard farouche, sans esquisser le moindre geste. Quel rustre! Elle se tourna vers les acteurs en herbe. « Vous avez des questions ? » Personne n'osa rien demander. Chacun sentait instinctivement qu'il ne fallait pas provoquer Dumont. De tout l'exposé, Médie n'avait retenu que quelques mots, dont cet inquiétant amour blessé qui le rendait perplexe. Ça voulait dire quoi exactement ? Puisque l'assistance capitulait en rase campagne, Dumont ébaucha un rictus, puis salua d'une grande inclinaison du buste, esquissant une sorte de balayement du sol par sa main droite, voltigeant comme une mouette, puis s'en alla, pensif, sans refermer la porte. Sabine tapa de nouveau dans ses mains et dit aux enfants : « Eh bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous voyez que vous vous inscrivez dans une tradition illustre. Sachez en être digne. Et si le théâtre, ce n'est pas la vie, en tout cas, il la rend plus belle et plus riche, croyez-moi. » La petite troupe se dispersa. C'étaient tous des externes, à part Médie. Ils se dirigèrent vers la sortie du lycée, où leurs parents devaient les attendre. Médie s'installa sur son banc préféré, en se demandant pourquoi Sabine était la poule d'un type aussi bizarre. Parce qu'il était acteur, même givrés, ils peuvent avoir des femmes aux yeux bleus. Ça valait la peine de faire l'acteur. Au cours des semaines qui suivirent, Médie entrait chaque mercredi avec délice dans ce monde magique où on avait le droit de mentir, de faire semblant, de n'être plus soi-même. Sabine leur apprenait des choses fascinantes. Quand vous regardez la scène, en face de vous, la gauche s'appelle côté jardin et à droite, c'est le côté cour. Comment faire pour s'en souvenir ? Eh bien, imaginez le nom Jésus-Christ écrit en grand devant vous. J est donc à gauche et C à droite. J, c'est jardin et C, c'est cour. Vous comprenez ? Ils hochèrent énergiquement la tête. Denis Berger leva un doigt hésitant. Sabine se pencha sur lui. « Oui, mon ange. Madame, pourquoi ne dit-on pas tout simplement gauche et droite ?» Sabine expliqua patiemment. « Parce que les acteurs pourraient se tromper, selon qu'ils font face au public ou qu'ils lui tournent le dos. Si on leur donnait comme indication « tu sors par la gauche », ils risqueraient de se tromper, alors que cour et jardin, c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté. » Elle conclut. « Donc,
Si vous ne savez plus, pensez à Jésus-Christ. » Ses yeux brillaient de malice. Mehdi commença à sortir de sa timidité maladive le jour où il découvrit qu'il pouvait jouer son propre personnage. Il se dit un jour « Je joue à être Mehdi ». Puis « J'ai de l'expérience, je suis moi depuis longtemps, et même depuis ma naissance, et en plus, je peux y ajouter des gestes. » Désormais, avant de répondre à une question, quelle qu'elle fût, il fronçait les sourcils juste un peu. C'était le signal convenu entre lui et lui-même pour indiquer que les 3 coups avaient sonné, résonné, et qu'il était désormais sur les planches en représentation. D'ailleurs, il portait souvent des costumes, des habits qui n'étaient pas les siens. La lingère, qui n'avait pas oublié que le petit muet avait débarqué de sa montagne avec un trousseau lacunaire, lui donnait tous les vêtements qui avaient perdu leur étiquette nominative et dont on ne pouvait retrouver le propriétaire légitime, lequel se manifestait parfois dans la cour ou dans le réfectoire en pointant un doigt accusateur sur le voleur involontaire. « T'es sûr que c'est pas à moi, ça ?» Chaque semaine, en récupérant son sac au 5e étage, il avait la surprise d'y trouver une chemise en soie ou un pantalon de velours un peu trop grand, très chic, qui venait d'outre-Méditerranée, peut-être même de Paris. En se regardant dans la vitre du réfectoire, il avait l'impression de contempler un inconnu, un petit Français. Il lui était facile alors de donner le change. Monsieur Lombard, avec la perspicacité qui lui avait donné sa longue fréquentation des élèves, remarqua la métamorphose. Il lui dit un jour en souriant : « Eh bien, fils, tu t'es habitué, bien intégré ? Tu n'es plus l'oiseau-leurre frappé de mutisme que tu étais le premier jour. » Mehdi fronça imperceptiblement les sourcils. Il répondit sérieusement et sereinement. Il pouvait jouer la sérénité maintenant. « Ça va mieux, monsieur, merci. Tant mieux. Tu es sur la voie royale. N'en sors pas. Terminus, Polytechnique. » Mehdi hocha la tête, jouant au petit français qui comprend d'instinct ces phrases cryptiques qu'on se répétait dans des familles qui n'étaient pas la sienne. Les semaines passèrent. Mehdi regardait souvent l'emploi du temps en se réjouissant d'avance d'assister aux cours d'histoire géo, de français ou de mathématiques. Il avait cessé de trembler de peur en regardant M. Marcellus. Celui-ci entrait à petits pas dans la salle de classe, jetait un coup d'œil sur les derniers rangs qui se figeaient, puis allait se poster à côté du tableau. Chose curieuse, il ne semblait pas posséder de cartable. Tous les enseignants en trimballaient un, qui en disait long sur leur personnalité. Gros et informe, bourré de livres, M. Porte, fin et élégant, M. Flamand, etc. Mais M. Marcellus entrait en scène sans accessoires, ni livres, ni feuilles de papier, ni stylo. Il entrait dans la salle par erreur, comme un fêtard s'immisçant chez les voisins après une nuit d'excès, ivre, embarrassé de cotillons et de guirlandes. M. Marcellus, lui, était un intrus d'une redoutable sobriété, et cotillons et guirlandes étaient la dernière chose à laquelle on pensait lorsqu'il fermait la porte derrière lui. Il demandait d'une voix glaciale à Denis Berger ou Cathy Kirchhoff : « Où en étions-nous restés ?» L'élève regardait dans son cahier et lisait à voix haute la dernière phrase qu'il ou elle avait écrite. Le professeur hochait la tête, puis il enchaînait. Les phrases se succédaient, des formules apparaissaient sur le tableau, les termes à retenir papillonnaient dans l'air. Si un murmure s'élevait des derniers rangs, M. Marcellus s'arrêtait net et pointait le doigt vers le coupable. « Vous,
au tableau. Le perturbateur se retrouvait devant le tableau sur lequel le professeur écrivait l'énoncé d'un problème épineux. Tapotant de plus en plus fort avec le bord de la brosse à effacer sur le dossier de sa chaise, M. Marcellus ne lâchait pas le coupable des yeux. Puis il finissait par exploser. « Alors, on est nul et on se permet d'emmerder le monde ? Libre à vous de vouloir croupir dans votre fange d'ignorance, mais vous empêchez vos petits camarades de s'instruire. Et ça, c'est un crime. Allez, prenez vos affaires et foutez-moi le camp. Allez voir monsieur Lombard. » Personne ne monta 2 fois au tableau. Pourtant, tout cela n'effrayait plus Mehdi. Il s'était vite rendu compte que M. Marcellus était un homme juste. Il ne vous faisait rien si vous ne lui faisiez rien. Mehdi entrait dans la salle, s'asseyait sur sa place, ouvrait son cahier et ne pipait mot jusqu'à la fin du cours. Il évitait même de regarder le prof dans les yeux. Il respirait tout doucement et ne bougeait pas d'un pouce, même si l'ankylose pointait. Il jouait à être une momie. Moyennant quoi, il n'eut jamais à subir les foudres du terrible professeur de mathématiques. Il finit même par se passionner pour ce monde magique que l'homme sombre créait chaque semaine. Schémas, tableaux, figures, quel univers bien ordonné, où chaque chose avait sa place, où tout était clair, où on pouvait répéter 100 fois le même calcul sans que jamais le résultat ne change. C'était autre chose que le monde au dehors, plein de dindons et de gendarmes imprévisibles, de pions à moitié fous, d'ogresses et de pyjamas manquants. Il fut fasciné par le petit symbole qui exprimait l'appartenance. M. Marcellus disait d'un ton définitif « A appartient à eux », et Mehdi sentait en lui monter une bouffée de quiétude. Le seul jour où l'angoisse revint fut celui où ils eurent effectué des divisions dont les résultats n'étaient pas des nombres entiers. Il fallait arrondir, trouver l'ordre de grandeur, etc. Ainsi, même dans ce monde idéal, on ne pouvait être sûr de rien. Ce soupçon fut vite balayé par des séances de calcul mental où les résultats étaient entiers. Mehdi trouvait immédiatement la réponse, s'attirant un imperceptible hochement de la tête de M. Marcellus. Sans doute était-ce là le maximum qu'on pouvait espérer de lui en guise d'approbation. Et puis, ce qui était amusant en mathématiques, c'est qu'on y apprenait aussi beaucoup de mots nouveaux. Parallépipède, qu'on peut répéter 100 fois pour passer le temps quand on s'ennuie dans la cour avant l'heure du dîner. Perspective cavalière, comme si on racolait, ou caracolait sur un cheval à la tête d'une armée pour attaquer Morel. L'air d'une surface qu'il ne fallait surtout pas confondre avec l'air qu'on respire. Triangle, isocèle, on dirait un nom d'oiseau. Losange, il y a un ange perdu dans cette figure. Trouvez-le. Les coordonnées, impossible de se perdre quand on a les coordonnées. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.